Voilà, donc moi, mon activité, je suis plutôt photographe de commande, de la photo qui va très vite, répondre à des commandes, donc c'est très, très actuel. Et pour garder foi dans la photo et dans ce que j'aime, j'ai l'habitude de travailler sur des sujets documentaires à long terme, passer des années en prenant le temps. Donc peut-être qu'on est sur de la slow photographie pour le coup, avec mon vieil argentique. Et prendre le temps. Donc je pense que c'est le luxe le plus important pour ce genre de projet. Et j'ai entendu parler de l'ILDEG il y a quelques années, alors que je venais de finir un travail personnel à long cours. Et j'ai re-signé pour 4 ans, donc 2016, 17, 18, ouais, 4 ans sur l'ILDEG, à essayer de documenter la vie là-bas. Il se passe quelque chose d'assez surprenant dans cette île. Et donc c'est l'histoire d'une petite île, toute petite île, au nord de l'Écosse, côté Atlantique. Donc ils sont perdus dans un chapelet d'îles, hein, ça s'appelle d'ailleurs les petites îles. C'est les Hébrides intérieures. Et sur Eigg, les gens se sont rendus célèbres en fait, ils ont réussi à racheter leur île en 97. Ils ont eu plusieurs propriétaires successifs qui leur ont promis d'améliorer le cadre de vie. Il faut imaginer qu'il y a 23 ans de ça, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de jetée pour arriver dans l'île. C'était une vie difficile. En plus, le climat, comme vous l'imaginez, est costaud, c'est l'Écosse. Et en fait, donc, lassés par toutes les promesses des propriétaires successifs, ils ont tenté un crowdfunding en 97. Ils ont réussi à réunir 1,5 million de livres, ce qui n'est pas une maigre somme, hein, surtout à l'époque. Il y a une donation anonyme de 1,2 million de livres, ce qui a permis donc effectivement de conclure l'affaire. La personne est restée anonyme, hein, on ne sait pas ce qui allait, il n'y a pas de statut à son nom sur l'île, elle est anonyme. Même moi, en ayant cherché quand même à savoir qui était cette personne, on ne me l'a pas dit, ça reste un secret. Et donc voilà que 60 personnes sur une toute petite île deviennent propriétaires de leur île pour la première fois dans le Royaume-Uni. C'est un cas d'école presque. Ils ont fait des petits depuis. Et donc ils se sont organisés, ils ont fait table rase, donc tout ce qui était élu, police, etc. a été dégagé de l'île. Et ils sont partis de zéro. Se sont organisés, ont créé de l'activité. Et aujourd'hui, en 2021, on doit être à peu près... Enfin, ils sont un peu plus de 120 sur l'île. En gros, ils ont doublé la population en 23 ans, c'est pas mal aussi. En 2008, donc il y avait un problème d'électricité, hein, ils marchaient au groupe électrogène compliqué, cher et un peu polluant. Ils sont devenus le premier endroit sur Terre à être autonome en énergie en mélangeant l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique. Du coup, donc l'île est autosuffisante en énergie et elle est autogérée de manière citoyenne, double carrare. Et ça tient. Ces gens ne sont pas unis par une philosophie globale, c'est pas une communauté religieuse, une communauté végane, une communauté je ne sais pas quoi, mais c'est juste des gens normaux, qu'ils soient de l'île ou venus d'ailleurs pour changer de vie, et qui ensemble, sans qu'il y ait de chef, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien de tout ça, prennent des décisions pour gérer leur île. Ils n'attendent pas d'aide de l'extérieur, s'il y a des travaux à faire, ils le font eux-mêmes. C'est de la bricole, hein, c'est de la bricole, mais ça finit toujours bien, personne n'est blessé, et au final ça marche, quels que soient les travaux envisagés. Donc on a une sympathique communauté qui traverse le temps, en allant vers le haut, la population augmente, les activités fleurissent, c'est surprenant, mais c'est quand même le cas. On y fait de la bière, on y fait de la vannerie, on y fait pas mal de choses. Donc voilà, donc l'histoire d'une communauté qui a su s'organiser pour vraiment modeler leur paysage et leur quotidien. Chose rare, encore une fois. Donc c'est ce qui m'a intéressé. Et pour traiter ce sujet honnêtement, je pense qu'il fallait des années. Donc c'est ce que j'ai pu prendre. Il y a eu 8 ou 9 voyages donc sur ces 4 années. Je dirais entre 10 jours à 3 semaines chaque fois, histoire d'avoir une vraie immersion. Plus j'y allais, moins je faisais de photos, puisque effectivement des photos avaient déjà été faites. Hein, et c'est pas qu'on ne peut pas les refaire, c'est que ce qui m'intéressait, c'était de me rapprocher de ces gens. Finalement, faire partie du paysage. Comme vous pouvez le voir à ma gueule, je ne suis pas forcément très discret, je suis un peu un grand steak aussi, mon appareil est curieux. Donc en mélangeant tout ça, je suis une espèce de personnage original, pas discret du tout, et curieusement, c'est exactement le genre de profil qui permet de passer inaperçu à Eigg. C'est curieux, mais c'est quand même le cas. Donc en plus, français, je pense que j'ai une petite place à part. Je ne suis pas touriste, je ne suis pas ilien, mais j'ai un statut intermédiaire qui me permet de bien vivre et de se faire accepter auprès de ces gens. Des gens que j'aime, je pense, sincèrement. Il y a beaucoup d'amis. J'en ai déjà reçu chez moi quand ils passaient en Belgique. On a des échanges fréquents. Enfin, c'est vraiment devenu des amis. J'espère ne pas avoir perdu trop mon objectivité au fur et à mesure des années en travaillant sur ce sujet.
Donc, oui, donc c'est un travail qui s'étale sur 4 années, hein. Il y a eu 2016, 17, 18 et 19 à 4 ans. Il aurait dû y avoir un dernier voyage, il manquait quelques images. Bon, après, en sachant que les images imaginées à l'avance ne sont pas forcément les bonnes, le but de la photo, c'est quand même se faire surprendre par la magie du banal, la magie du quotidien. Et généralement, mes photos projetées ne marchent pas. Donc, quoi qu'il en soit, j'aurais aimé aller à un dernier voyage cette année, mais le Covid-19 est arrivé avant moi. Ils ont évidemment fermé les frontières de l'île, donc le sujet s'est arrêté sur la session de 2019. Il y a cette fameuse cave, il y a une photo d'une grotte, d'une entrée de grotte, c'est la cave du massacre. Il y a quelques siècles de ça. Les Macléodes ont décidé un beau jour, ils existaient vraiment, donc les Macléodes ont décidé d'envahir Aigues et de faire table rase de ce qui se passait là-bas. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils ont pris leur bateau, ont décidé d'attaquer Aigues, peut-être un mardi matin. Et ils sont arrivés, ils ont trouvé la ville vide, personne, aucun habitant dans l'île. Donc un peu déçus avec leurs haches, les Macléodes sont repartis déçus. Et par contre, en faisant demi-tour, tous les villageois s'étaient cachés dans une cave, cette fameuse cave. Et quelqu'un est sorti et ils l'ont vu. Donc du coup, les Macléodes ont fait demi-tour, sachant très bien où étaient cachés les villageois, les ont trouvés, les ont sommés de sortir pour une belle bataille de la grotte. Les habitants d'Aigues n'ont pas voulu. Ils ont mis le feu à l'entrée de la cave et ont tué 250 personnes ce jour-là. Voilà. Ils ont fait table rase sur l'île. Aujourd'hui, les maisons qui poussent un peu partout dans l'île sont situées un peu partout sur l'île. Hein. Chacun peut avoir son intimité, son espace, sa respiration, mais personne n'a reconstruit là où habitaient les gens à l'époque. En plus de 250, c'est plus du double de la population actuelle. Il faut imaginer une île très peuplée à l'époque, mais tout a disparu ce fameux mardi matin. On a aussi la photo de Dougal qui est en train de construire un bateau. Donc dès le début, c'est un personnage assez attachant. Dougal, il est particulier. Il est même tellement particulier que c'est le seul monarcho-anarchiste que je connaisse. Donc anarchiste, je comprends. Monarcho, je ne comprends pas, mais j'imagine le concept. Mais comment peut-on être monarcho-anarchiste? Il se trouve qu'il respecte, comme beaucoup de gens au Royaume-Uni, la reine. Il l'aime aussi énormément. Et il pense que la reine, qui n'a rien demandé, s'est retrouvée reine à 18 ans. On lui a filé un job comme ça, elle n'avait rien demandé. Et depuis, elle le fait, ce rôle. Donc il a énormément de respect pour elle. Il est donc monarcho-anarchiste. Il n'est pas que ça. Il aime le hareng aussi. On a des problèmes pour avoir du hareng à Aigues, vu que ce n'est pas des pêcheurs à la base. Donc je l'ai vu pendant quelques années construire un bateau de lui-même, en prenant le temps. Il a fait son bateau pour aller pêcher du hareng juste devant chez lui. Il ne veut pas aller loin, il ne veut pas s'enfuir. Il a d'ailleurs resté 13 ans sans sortir de l'île. Je crois que c'est lui qui a le record, à vérifier toujours. Et donc il a construit son bateau pour aller pêcher du hareng. On a essayé le bateau quelques années après, il m'a emmené. Et moi qui n'avais jamais pêché, on est revenu avec beaucoup de harengs et des méduses aussi. Une belle aventure. Il y a aussi l'histoire de Greg. Donc il y a un portrait d'un bel homme barbu roux en peignoir devant chez lui. Ça c'est Greg. On a parlé de différentes choses, on a parlé de cette histoire terrible de la cave du massacre, donc il nous faut un peu d'amour dans cette petite vidéo. Et ça tombe bien, l'histoire de Greg est débordante d'amour. Il était venu faire la fête quelques jours à Aigues, donc comme on disait auparavant, il n'y a pas de police sur Aigues, hein, donc c'est le seul endroit de tout le Commonwealth et du Royaume-Uni sans police. Donc ça prend l'Australie, ça prend beaucoup d'espace sur Terre, c'est le seul sans police. Donc quand Aigues organise 2 fois par an des grosses fêtes, beaucoup de gens viennent, sachant qu'il n'y a pas de police. Donc pour en profiter pleinement. C'est ce qu'avait fait Greg avec ses quelques amis. Il a rencontré dans la soirée une certaine Cathy, une fille du village. Ils ont eu leur fin de nuit à eux, là, et il est rentré chez lui après le week-end. Et Cathy l'a rappelé 3 semaines après pour le prévenir que... il y a un bébé qui arrivait. Il a tout plaqué, il était éducateur spécialisé dans la banlieue de Liverpool ou Manchester, et est revenu s'installer à Aigues pour s'occuper de son petit qui allait venir et découvrir Cathy, qui allait être donc la mère de son enfant. Et aujourd'hui, des années après, c'est un très beau couple, ils vont très bien, le petit a grandi, c'est une belle histoire. C'est un début un peu surprenant, un peu rapide, mais ça a bien fini. Beaucoup d'amour dans cette histoire. Donc il y a aussi cette photo de la communauté en train de nettoyer la plage. On voit pas mal de gens avec des sacs en plastique devant un paysage somptueux. Ils essayent de gérer, ils y arrivent même plutôt bien, de gérer de manière intelligente leur île, hein, c'est-à-dire aussi bien dans les fonctionnements sociaux que écologiques. Ils sont d'ailleurs, comme on disait auparavant, autonomes en énergie. Et donc ce qui se passe
place dans l'île de leur fête est gérée d'une certaine manière. Malheureusement, ils sont face à l'Atlantique. L'Atlantique qui charrie des merdes et des merdes tout au long de l'année, quoi. Donc quoi qu'ils y fassent, tous les mois, tous les 2 mois, il faut recommencer. Et donc généralement, il y a un petit mot qui arrive un jour dans les lieux de vie, hein. Il y a un lieu de vie près de la jetée. Toutes les infos passent là par petite affiche, et il y a l'affiche de dimanche, on se retrouve et on va nettoyer la plage. Donc les touristes, chaque fois j'ai vu les touristes aller mettre la main à la pâte, ça se fait de manière communautaire, beaucoup de monde est là, et en fait on fait une mission de quelques heures, d'une journée, ça dépend, et on remplit des sacs. Donc vraiment je ne sais pas combien de camionnettes sont parties, j'étais surpris puisque la plage a trouvé assez propre. À première vue, dès qu'on gratte un peu, on a effectivement ces bouchons en plastique, les morceaux de pneus, les filets de pêche, etc. Et en quelques heures, 40 personnes vous remplissent 6 camionnettes de déchets. Donc voilà, la mer charrie en continu, mais on a l'un des effets, l'une des actions de communauté. C'est quelque chose qui est important, la valeur de communauté, déjà beaucoup au Royaume-Uni, encore plus chez eux. Donc cette communauté soudée, hein, mais qui voilà, donc c'est un exemple d'action qui permet de gérer leur île, de la modeler à leur envie. Bon, on a eu un peu d'amour, mais on peut en avoir encore un petit peu. Il y a une photo de mariés, là, un beau couple en train de se marier. Lors de mon premier voyage, j'étais tout excité, j'arrive à Aigues, hein, j'avais préparé le reportage longtemps à l'avance, donc j'avais plus qu'une envie, c'était d'enfin y aller. J'ai commencé à faire chauffer l'appareil dans le bateau. Il y avait ce bonhomme là, comme ça, en train accoudé au bastingage, comme ça, avec son bonnet et sa tête de... Enfin, parfait. Donc photo, voilà, on a papoté après. Et il m'explique qu'en fait, il y a quelques années, il est venu en bateau avec des amis pour aller à Aigues. Et sur le même moment, dans le bateau, il y avait Madeleine, avec ses amis aussi qui allaient à Aigues. Personne ne se connaissait, mais ils ont trouvé le moyen de faire connaissance sur la traversée. Et après, pendant leur séjour dans l'île, ils sont tombés amoureux. Les deux habitent à Édimbourg, hein, et en fait, quelques années plus tard, ils se sont dit, on va se marier à Aigues. C'est là qu'on s'est rencontrés, donc c'est là qu'on va faire notre mariage. Et on n'a pas échangé de mail, on n'a pas fait de Facebook, de choses comme ça, rien du tout, juste sur parole. Quand il m'explique son histoire, je lui dis, écoute, dans 1 an, quand vous revenez pour votre mariage, moi je serai là, et si vous voulez bien, je fais vos photos de mariage. C'est gratuit, c'est comme ça m'intéresse, je fais ça avec plaisir. Ils m'ont dit oui, évidemment, en pensant bien que ça peut être une parole en l'air. Sauf qu'un an après leur date de retour, c'était la date des 20 ans, la célébration des 20 ans de l'indépendance de l'île. Donc je savais à l'avance que je serais là à ce moment-là. Donc pas d'échange, rien pendant 1 an. Et au bout d'1 an, là, le bateau arrivait, je me doutais bien qu'ils seraient dedans. Donc je suis allé voir l'acheter, ils sont descendus du bateau, on s'est reconnus et voilà, on est parti faire les photos comme si rien n'était. C'est devenu des amis depuis, puisqu'à l'époque j'habitais à Édimbourg, donc finalement c'est des gens que j'ai revus très souvent. Comme quoi Aigues peut être un des centres du monde, c'est une théorie défendue par certains.